Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue parmi nous dans cet entretien lors de la Journée mondiale contre la douleur pour parler des migraines et céphalées au croisement des spécialités. J'ai le grand plaisir d'accueillir parmi nous professeur Ouhabi, professeur Hamid Ouhabi. Bon, bienvenue. Merci. Professeur Hamid Ouhabi est le professeur en neurologie et neurophysiologie clinique dans l'hôpital universitaire international chez Khalifa de Casablanca. J'ai aussi le grand plaisir d'accueillir parmi nous professeur Hermouche. Bonjour professeur et bienvenue parmi nous. Professeur Hermouche est le professeur de médecine interne et de pathologie infectieuse au CHU de Rabat. C'est le secrétaire général de la Société marocaine de médecine interne et le membre du comité éthique et de la recherche biomédicale. Merci d'être parmi nous. Aujourd'hui, professeur Ouhabi et professeur Hermouche vont nous éclairer sur la prise en charge des céphalées au croisement de leurs spécialités. La plainte céphalalgique, retrouvée dans certains textes dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ, a longtemps été un mal mystérieux. Ainsi, les médecins ont très vite essayé de comprendre cette énigme, d'étendre leur savoir et la maîtrise de la connaissance des céphalées. La céphalée s'est alors, au fil des années, individualisée comme une surspécialité de la neurologie. L'International Headache Society, donc l'IHS, créée en 1981, a rapidement permis aux spécialistes de par le monde de se rencontrer et d'échanger pour partager leurs connaissances. En 1994, les experts mondiaux publient une première version de la classification de l'International Headache Society, individualisant ainsi les céphalées primaires sans cause identifiable et les céphalées secondaires. Ainsi, cette classification, qui répertorie 14 variétés de céphalées utilisées par tous les corps médicaux, va devenir la référence pour définir les céphalées primaires. La recherche fondamentale et clinique, ainsi que les progrès des techniques d'imagerie et des thérapeutiques, ont fait réviser les critères en 2004 et récemment en 2013. Il s'agit donc d'une surspécialité au croisement de nombreuses autres spécialités, donc ORL, ophtalmologie, interniste, psychiatrie, neurochirurgien, génétique, entre autres. Donc notre première question est pour professeur Ouhabi. Professeur, pourriez-vous nous indiquer, s'il vous plaît, la différence entre migraine et céphalée? Alors, je tiens tout d'abord à remercier les laboratoires Sanofi pour leur engagement permanent dans la formation médicale continue et aussi pour célébrer cette journée mondiale de la douleur. Comme vous le savez, les céphalées et migraines représentent donc un problème de santé publique majeur. En effet, selon les dernières données de l'OMS, il y aurait à peu près 50% de la population qui souffre de céphalées et migraines à un moment ou à un autre dans leur vie quotidienne. Et parmi ces céphalées et migraines, la migraine occupe à peu près 11%. Et cette pathologie très invalidante vient au 10e rang mondial des différentes pathologies qui entraînent un handicap et donc une invalidité quelconque. Et cette pathologie, on la trouve essentiellement chez la femme, puisqu'elle occupe le 5e rang des pathologies invalidantes. Et malgré donc, les dépenses directes et indirectes en rapport avec cette pathologie, malgré le retentissement, que ce soit sur le plan fonctionnel que sur le plan aussi social, beaucoup de patients ne consultent pas, ou ceux qui le font restent insatisfaits de leur prise en charge. Et ceci pour plusieurs raisons. Et tout d'abord, donc, je vais citer la classification internationale, la toute dernière de 2013, qui distingue ce qu'on appelle les céphalées primaires, pour lesquelles il n'y a pas de substratum lésionnel apparent, par rapport aux céphalées secondaires. Et donc, selon cette classification, on voit, comme vous l'avez si bien dit, que le spectre étiologique est très large. Et donc, le praticien doit savoir se repérer parmi donc, ce champ très important des causes des céphalées. Et donc, j'ai essayé de synthétiser un peu un tableau pour récapituler un peu ce qu'on appelle les céphalées primaires. Et donc, je laisserai le soin à mon ami, professeur Hermouche, pour nous parler des céphalées secondaires. Ces céphalées primaires, en effet, ils représentent à eux seuls à peu près 95% des causes des céphalées chez le sujet jeune. Et donc, il est fondamental de savoir les diagnostiquer et les traiter correctement. Donc, parmi donc, ces céphalées primaires, on a la migraine. La migraine a un certain nombre de caractéristiques.
Et les caractéristiques de la douleur concernent le siège de la douleur, la durée de la douleur, l'intensité, les signes associés donc, à la douleur, qui nous permettent de différencier parmi les principales céphalées primaires, qui sont la migraine, la céphalée de tension et les algies vasculaires de la face essentiellement. Alors la migraine se caractérise d'abord au niveau de la durée de la crise, elle va durer entre 4 et 72 heures. Et donc là, on va le voir que rien que la durée de la céphalée va déjà nous donner une idée sur quelle céphalée primaire présente le patient. Deuxième caractéristique, c'est son siège. Essentiellement, la migraine se caractérise par des douleurs qui sont unilatérales. C'est des douleurs qui sont pulsatiles et généralement, c'est des douleurs qui sont soit modérées ou sévères et qui vont s'aggraver par le moindre effort. Donc, si on compare ces caractéristiques par rapport à la céphalée de tension, qui est beaucoup plus fréquente que la céphalée migraineuse, donc on va trouver que ici, la durée de la céphalée peut aller jusqu'à 7 jours de suite, donc ce qui n'est pas le cas dans la migraine. C'est des céphalées généralement qui sont bilatérales et les patients vont les rapporter sous forme de bandeaux ou de pression sur la tête. C'est en général des céphalées qui restent légères à modérées, donc ce n'est jamais des douleurs qui sont sévères ou intenses. Et le type, c'est des céphalées essentiellement à type de serrement, à type de pression sur la tête, et ce sont des céphalées qui ne s'aggravent pas à l'effort, contrairement à la migraine. Donc on voit qu'il y a quand même donc, des critères assez spécifiques qui nous permettent de faire la différence rapidement devant une migraine d'une céphalée de tension. Il y a un troisième type de céphalée primaire. Heureusement, c'est des céphalées qui sont beaucoup plus rares par rapport à ces deux pathologies. C'est ce qu'on appelle les algies vasculaires de la face. Et là aussi, on a un certain nombre de critères cliniques qui nous permettent de faire rapidement le diagnostic précis. C'est des céphalées ici qui vont durer entre un quart d'heure, maximum 3 heures. Et donc là, on n'est pas dans la céphalée migraineuse qui va durer au moins 4 heures. C'est des céphalées qui sont toujours unilatérales et le maximum de la douleur se situe au niveau de l'œil et la tempe, avec souvent des phénomènes végétatifs qui sont impressionnants et très importants. C'est des céphalées qui sont très sévères, qui surviennent essentiellement en début de nuit. Donc là aussi, le moment de survenue est très important. Et ce sont des céphalées à type d'arrachement, de broyement, et il n'y a pas d'aggravation avec le mouvement. Et donc là, on voit à travers déjà le fait de préciser ces 3 caractéristiques cliniques permet de porter le diagnostic facilement d'une céphalée primaire. Un autre élément très important qu'il faut rappeler, c'est que n'importe quel patient peut présenter une crise de migraine. Et ce n'est pas pour autant qu'il doit être qualifié comme migraineux. Parce que s'il est soumis à un environnement défavorable, on peut tous présenter à un moment donné une céphalée de type migraineuse. La maladie migraineuse est une maladie qui se caractérise par la répétition des crises migraineuses. Et bien entendu, il y a un certain nombre de facteurs déclenchants qui sont propres à chaque personne, qui peuvent être à l'origine de ces céphalées migraineuses. Alors, une deuxième remarque, c'est que toujours dans l'objectif de proposer une prise en charge, il faut toujours essayer de préciser le mode évolutif. Parce qu'on a ce qu'on appelle les migraines épisodiques, où le patient va présenter des crises migraineuses, mais qui ne dépassent pas les 15 jours par mois. Par contre, dans la migraine chronique, donc là, les crises sont tellement fréquentes, le patient va présenter des crises pendant plus de 15 jours par mois. Et donc ça, ce sont des éléments qui sont importants pour orienter la prise en charge. Et dans cette migraine chronique, au moins, le patient va présenter les caractéristiques de la migraine pendant au moins 8 jours par mois. Et donc ça, ce sont des éléments importants. Et il y a des questions clés qui permettent le praticien de faire la différence rapidement en posant simplement la question au patient, combien de jours par mois vous prenez un traitement pour la céphalée? Et donc ça, c'est un élément simple qui va nous donner de manière objective l'intensité et la fréquence des crises. Donc ce sont les principales caractéristiques donc, des céphalées primaires. Et donc là, je passe la parole à mon ami pour
parler des diagnostics différentiels. En effet, donc merci professeur. Professeur Hermouche, la question qui s'ensuit, c'est quel est selon vous, qu'est-ce qui dirige cet arbre décisionnel qui va nous permettre d'éclairer ce questionnaire d'une nouvelle céphalie? Merci beaucoup. Donc, à mon tour, de vous remercier de m'avoir invité pour faire partie de cette journée mondiale de lutte contre la douleur. Et donc, je salue cette initiative. Et à travers moi, bien sûr, c'est toute la médecine interne qui est mise à l'honneur et je vous en remercie. Alors, ce qui est important, c'est que, en effet, l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est que quand quelqu'un ou un patient se présente avec une céphalée, de poser trop rapidement le diagnostic d'une migraine. Et comme l'a très bien dit le professeur Ouhabi, il existe des critères assez spécifiques, assez précis, qui nous permettent de distinguer une céphalée d'une migraine. Par contre, et je pense que c'est peut-être mon côté interniste qui va faire que je remettrai également l'importance d'une bonne histoire clinique, en fin de compte d'un interrogatoire banal, et bien sûr un examen clinique qui va y diriger. Et donc, comme j'ai l'habitude de dire, c'est que comme toute problématique médicale, le bon diagnostic repose surtout sur une bonne histoire et un examen physique dirigé. Alors, céphalée migraine, si on est dans un cabinet médical ou tout simplement dans une officine, quand on a un patient qui se présente avec une douleur qu'on va classer comme céphalée, il y a quand même un certain arbre décisionnel, un certain nombre de questions ce que j'ai l'habitude d'appeler les questions payantes, qui vont nous permettre très rapidement d'orienter, de voir, et en fin de compte, notre problématique à nous, praticiens, c'est de ne pas passer à côté d'une urgence thérapeutique, de ne pas passer à côté d'une maladie autre qui pourrait éventuellement se compliquer par la suite. Et puis, il y a tout simplement une question simple que l'on pose à l'interrogatoire, c'est l'âge du patient. Pourquoi? Parce qu'une céphalée qui survient chez un sujet âgé n'a pas du tout la même signification d'une céphalée qui survient chez un sujet jeune. C'est un sujet âgé qui a eu un discret traumatisme qui peut passer inaperçu. Ça peut éventuellement évoquer un hématome sous-dural. Il y a une maladie de Horton, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc il y a tout un faisceau, ou plutôt tout un ensemble d'étiologies qui peuvent être rattachées en fin de compte à l'âge. L'autre chose également, c'est les circonstances d'apparition. Une céphalée qui survient après une activité physique, après une activité sexuelle, en périmenstruel, là aussi très rapidement également, nous pouvons faire un diagnostic différentiel très rapide sur des questions, ce que j'ai appelé des questions payantes. La localisation est également importante. Une céphalée bitemporale, par exemple, n'a pas la même signification qu'une céphalée occipitale. Une céphalée bitemporale avec des troubles de la conscience fébrile va m'évoquer une méningoencéphalie herpétique. Voilà des arguments, en fin de compte, de localisation qui vont également avoir une orientation importante. Et comme je vous l'ai dit, ce sont des questions simples d'interrogatoire. Et en fin de compte, en passant très rapidement ces questions simples, nous pouvons passer à côté de diagnostic. La durée, la fréquence, l'aura, mon ami professeur Ouhabi en a parlé. Et puis, bien sûr, un bon examen neurologique est obligatoire. Les symptômes neurologiques sont indispensables parce que très rapidement, on sera orienté vers une pathologie neurologique. Et puis, l'autre message, d'autres questions à l'interrogatoire, c'est les nausées et vomissements. C'est vrai que la migraine peut s'accompagner de nausées et vomissements, mais en fin de compte, la profondeur de l'interrogatoire va nous permettre peut-être de rattacher ces nausées et vomissements à soit une méningite, tout simplement avec d'autres symptômes, tels qu'une raideur de la nuque, à une thrombophlébite cérébrale, voilà des maladies auxquelles on ne pense pas. Et si on ne pense pas à ces maladies, les examens complémentaires, un scanner cérébral basique, va passer à côté d'une thrombophlébite cérébrale. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai appelé ces questions payantes et puis les antécédents familiaux, parce qu'on sait qu'il existe un côté familial de la migraine, donc ça peut éventuellement orienter vers certaines pathologies. Alors les drapeaux rouges. Les drapeaux rouges, les questions qu'il faut obligatoirement poser et qu'il ne faut surtout pas, c'est un listing qu'il faut avoir pour ne pas passer à côté d'un diagnostic urgent. Le premier drapeau rouge, c'est
Le patient qui va vous voir, qui vous dit, j'ai l'habitude d'avoir mal à la tête, mais celle-là, c'est la pire céphalée que je n'ai jamais eue. Attention. Ou alors les gens qui vont bien, qui vous disent, vous savez, moi j'ai l'habitude d'avoir quelques douleurs, mais là c'est la première fois que j'ai une douleur une céphalée importante. Des patients qui ont des migraines, ça peut arriver, des patients migraineux, mais qui vous disent que la céphalée que j'ai aujourd'hui est complètement différente de ce que j'ai l'habitude d'avoir. Attention de ne pas trop coller rapidement l'épisode actuel à une pathologie migraineuse, alors qu'un patient migraineux a le droit de faire d'autres pathologies. Et c'est là où, en fin de compte, la problématique est posée. La céphalée progressive sur plusieurs jours, et puis bien sûr, quand vous avez des symptômes neurologiques focaux, là aussi, c'est très facile. Alors les autres drapeaux rouges, et d'où l'intérêt pour tous nos collègues d'avoir un très bon examen clinique, c'est le syndrome confusionnel. Un syndrome confusionnel, ce n'est pas quelqu'un qui est complètement confus. Il faut le dépister au tout début. Lorsque la famille, savoir écouter la famille qui vous dit, vous savez, mon papa a 70 ans, il a l'habitude d'être bien, l'habitude de faire ses courses, mais là, aujourd'hui, je le trouve, ses propos ne sont pas habituels. Attention à l'hématome sous-dural chronique. La présence d'une fièvre et des symptômes systémiques. Un exemple simple pour nous en médecine interne, quelqu'un qui a très mal à la tête, qui a des douleurs articulaires qu'on n'a pas posées, qui a un syndrome fébrile important, attention à une poussée d'une maladie systémique ou alors une poussée compliquée. Vous savez très bien que certaines maladies auto-immunes, du fait des traitements qu'ils peuvent prendre, sont des immunosuppresseurs et sont des facteurs de survenue d'épisodes infectieux et tout notamment, bien sûr, la méningite. Les myalgies, la perte de poids également qui peut renseigner vers des métastases cérébrales, d'une néoplasie pulmonaire. Et puis quand même dans la population, vous savez qu'au Maroc, la population gériatrique est en train de prendre une part importante des choses banales. Et vous savez très bien une maladie à laquelle on ne pense pas, qui est la maladie de Horton. C'est cette fameuse maladie qui donne des céphalées importantes. Et la particularité de cette maladie, c'est qu'elle peut donner une cécité brutale, irréversible, par une occlusion de l'artère centrale de la rétine. Et là aussi, la céphalée, il y a des questions qu'il faut poser. C'est des patients qui vont vous dire, pendant que je mange, des fois, ma articulation se bloque, ce qu'on appelle une communication de la mâchoire. L'allodynie du cuir chevelu, quand je me peine, j'ai mal. Voilà, des choses basiques. Et puis, regardez, voilà, cette artère temporale saillante qui montre bien, en fin de compte, que très rapidement, on peut poser le diagnostic. Je vais passer très rapidement sur l'examen clinique parce qu'on est tous censés faire un examen clinique complet, usuel, mais n'oubliez pas, le message que j'ai envie de passer, n'oubliez pas une chose importante. On a perdu l'habitude de prendre la tension artérielle de nos patients. Voilà, c'est un geste banal, c'est le premier réflexe qu'il faut avoir et les céphalées peuvent être le premier symptôme d'une HTA qui peut être sévère. Malheureusement, on continue à poser le diagnostic d'hypertension artérielle chez nous au stade d'accident vasculaire cérébral hémorragique parce qu'on a banalisé la céphalée. Et puis les signes vitaux, je vais en passer parce que là, c'est tellement flagrant que c'est difficile de passer à côté des diagnostics. Ma dernière diapo, et j'espère que j'ai respecté le temps, et là aussi, c'est un diagnostic d'interrogatoire. Il est usuel de dire chaque fois qu'on reçoit un patient en consultation, dans l'interrogatoire, moi j'ai l'habitude de dire aux patients, même pour ceux qui ne parlent pas, je dis et vous avez toujours vos patients. Et c'est souvent en regardant les traitements que prennent nos patients, on peut poser le diagnostic très simplement, au-delà des contraceptifs oraux, les antidépresseurs, les antihistaminiques, etc., etc. Je vous remercie. Merci professeur pour effectivement ces drapeaux rouges qui sont très très importants dans la consultation du jour au jour pour mieux connaître nos patients et pour mieux discerner la céphalée et tout ce qui s'ensuit. La question qui vient par la suite pour professeur Wahabi, c'est la physiopathologie. Professeur, quelle est la physiopathologie de ces céphalées migraineuses? Alors, merci. Alors, comme vous le savez, le spectre étiologique a été très bien rapporté. On ne peut pas dresser une physiopathologie pour l'ensemble des étiologies des céphalées. Par contre, et donc là aussi, à cause des avancées scientifiques que connaît actuellement le monde scientifique, on va parler un peu de la physiopathologie de la migraine. Alors, il faut savoir tout d'abord que l'étiologie de la migraine reste mystérieuse. Mais il y a de grandes avancées actuellement dans ce domaine.
Il existe d'abord une prédisposition génétique qui est connue de longue date. Et cette prédisposition est en rapport avec des anomalies au niveau des canaux ioniques des membranes des neurones. Et ces anomalies de ces canaux vont être à l'origine d'une hyperexcitabilité des neurones, d'un groupe de neurones. Et ce phénomène, on l'appelle dans le monde scientifique de la dépression corticale envahissante. Donc c'est une dépression qui correspond à un dysfonctionnement au niveau du cortex cérébral. Et ce dysfonctionnement va expliquer en partie ce qu'on appelle l'aura. Parce que dans la migraine, dans 80% des cas, il n'y a pas d'aura, mais dans 10 à 20% des crises migraineuses, on peut avoir une aura, c'est-à-dire des manifestations sensorielles, essentiellement visuelles, qui vont s'installer, qui vont durer au moins 4 à 5 minutes, mais qui vont disparaître complètement dans l'heure qui suit et qui vont être suivies dans l'heure qui suit par la céphalée migraineuse typique. Et bien, donc c'est ce dysfonctionnement cérébral qui intéresse avec prédilection le cortex occipital, explique ces auras visuelles et donc ces phénomènes d'hallucination ou de points devant le champ visuel. Donc ça, c'est le premier volet, c'est la prédisposition génétique et donc cette dépression corticale envahissante. Le deuxième élément très important, c'est que là, actuellement, on a mis en évidence qu'il existe des centres générateurs au niveau de l'hypothalamus et au niveau du tronc cérébral. Et c'est ce qu'on appelle le système trigéminovasculaire. Alors, c'est quoi ce système trigéminovasculaire? C'est une activation dans le noyau du trijumeau et dans les fibres du nerf trijumeau, donc le nerf 5, qui va aboutir, donc cette décharge au niveau de ce noyau va engendrer une vasodilatation très importante. Et cette vasodilatation qui va intéresser essentiellement les artères méningées va être à l'origine de la libération de plusieurs neuromédiateurs de la douleur. Donc la substance P, etc. Et en particulier, il va y avoir le relargage d'un peptide qu'on connaît depuis longtemps. Mais actuellement, donc, beaucoup d'équipes scientifiques se sont intéressées à ce peptide et on sait qu'il est très incriminé dans les crises migraineuses. Donc ce peptide, c'est ce qu'on appelle le CGRP. C'est un peptide relié au gène de la calcitonine qui est sécrété de façon anormale. Il va être à l'origine d'une réaction méningée aseptique qui va être à l'origine de cette vasodilatation. Et donc, ils vont stimuler tous les nocicepteurs au niveau des méninges. Et c'est ce qui explique la crise migraineuse. Donc ce neuropeptide est multifonctionnel, il est retrouvé partout au niveau du système nerveux central, au niveau du système nerveux périphérique. Il est formé de 37 acides aminés et donc là, il constitue actuellement une cible thérapeutique privilégiée. Et donc là, il y a de grandes avancées dans ce sens et on va en reparler pendant le traitement spécifique de la migraine. Très bien. Donc, une fois qu'on a pu voir cette physiopathologie et pouvoir différencier donc, la migraine et la céphalée et surtout bien cerner les drapeaux rouges, professeur Helmouche, pourriez-vous nous parler des traitements dont nous disposons aujourd'hui? Très bien, merci beaucoup. Donc, alors avant de parler du traitement spécifique de la céphalée, permettez-moi quand même de rapporter deux types, et c'est une des erreurs qu'on continue à commettre, c'est de ne pas faire la différence entre les douleurs par excès de nociception avec les douleurs neuropathiques. Et ce sont en fin de compte deux mécanismes physiopathologiques de douleurs qui sont complètement différents. Et pourquoi j'insiste, pas pour parler de la physiopathologie en elle-même, mais parce que tout simplement les thérapeutiques sont complètement différentes. Parce que, je vous donne un exemple, si vous avez un zona céphalique qui peut avoir une céphalée atroce, vous pouvez donner les opioïdes que vous voulez, ben ça ne marchera pas parce que c'est une douleur neuropathique. Et donc, comprendre le mécanisme de la douleur est essentiel pour pouvoir proposer les thérapeutiques adéquates. Et donc, classiquement, on distingue les douleurs par excès de nociception, où, en fin de compte, vous avez les anti-inflammatoires, le paracétamol, les opioïdes faibles et forts qui marchent. Mais dans les douleurs neuropathiques,
ce sont deux choses complètement différentes, puisque là, la thérapeutique va plutôt faire appel aux antidépresseurs ou aux antiépileptiques. Et puis, il y a autre chose. Il y a autre chose, c'est les paliers de la douleur. On est obligé quand même, pour pouvoir traiter une douleur, connaître en fin de compte les paliers de la douleur. Donc, est-ce que c'est une douleur légère à modérée, une douleur modérée à sévère, ou alors une douleur sévère et intense. Et là aussi également, il existe une corrélation entre le palier de la douleur et les thérapeutiques que nous pouvons donner. Alors cela est valable pour l'ensemble des douleurs, qu'elles soient secondaires à une céphalée ou non céphalalgique, mais pour parler tout spécifiquement de la douleur céphalique, donc des céphalées, que j'ai essayé de distinguer en céphalée migraineuse et en céphalée non migraineuse, et puis je laisserai bien sûr mon ami le professeur Ouhabi de traiter, parce que à un moment donné, il faut savoir passer la main par des spécialistes de la migraine quand la douleur est très intense, et on continue à voir des patients souffrir parce qu'ils ne sont pas correctement traités, soit parce que le traitement n'est pas à dose suffisante, ou alors le traitement n'est pas adapté, et donc là aussi, à un moment donné, donc je le montrerai, à quel moment faut-il passer la main au spécialiste. Alors pour les céphalées en traitement aigu, ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs thérapeutiques peuvent être données, et grossièrement ce que l'on donne, il y a deux classes de traitement, ou plutôt trois, mais il y en a deux qui sont de la même famille. Il y a bien sûr le paracétamol, donc, qui marche, mais il y a les anti-inflammatoires non stéroïdiens, particulièrement l'ibuprofène, l'aspirine également, qui est un très bon médicament, donc les AINS, paracétamol. Mais l'autre message que j'ai envie de passer, et c'est ce qui arrive en fin de compte à nos patients qui sont insuffisamment soulagés de leur douleur, c'est que tellement on a peur, les médecins ou les pharmaciens ont peur des effets secondaires des traitements, qu'ils n'atteignent pas la dose maximale d'un traitement. Et ça, c'est un message important que j'ai envie de passer. Avant de dire qu'un médicament est inefficace, il faut d'abord être sûr que ma posologie est adéquate et qu'elle est suffisante. Donc ça, c'est pour les céphalées. Et donc, pour la migraine, et là, pour la migraine, il y a les attaques légères, il y a les attaques modérées. Je ne parlerai pas du traitement de la migraine en traitement de fond. Je vais plutôt m'attarder sur les traitements aigus. Donc, pour les migraines légères, là aussi, c'est la même chose. Nous avons les anti-inflammatoires qui marchent très très bien, que ce soit l'ibuprofène, l'aspirine qui est un très bon médicament pour les migraines, puis vous avez d'autres AINS que j'ai cités, mais bien sûr vous en avez plusieurs que vous pouvez mettre. Et là aussi je réinsiste bien sûr sur le fait de l'atteinte à la phase aiguë. Quand on donne l'ibuprofène, c'est 800 jusqu'à 3 fois par jour qu'on peut donner. L'aspirine, c'est jusqu'à 3 grammes qu'on peut donner. Donc si on donne 500 mg par prise ou 250 mg pendant 3 prises, on est très loin de la dose efficace, et donc des fois à tort, on pense à une inefficacité de la thérapeutique. Pour les attaques modérées, là aussi c'est les mêmes traitements. Bien sûr, j'ai remis. Alors ce qu'il y a de plus par rapport aux attaques légères, c'est que nous pouvons associer des thérapeutiques, des antalgiques, associés à de la caféine, voire de la codéine, donc c'est des médicaments. Et là aussi, quand vous donnez un médicament, si vous prenez du paracétamol avec de la caféine, vérifiez le médicament où il y a la plus forte concentration en caféine. Ça aussi, c'est une notion importante. Et bien sûr, la codéine fait partie des thérapeutiques. Et puis, comme j'ai mis, bien sûr, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, notamment l'ibuprofène, et puis bien sûr l'aspirine, qui est également une très bonne thérapeutique. Alors, pour les attaques sévères de la migraine, là, honnêtement, je n'ai pas beaucoup d'expérience. À mon humble avis, quand vous avez une migraine avec des attaques sévères, à mon avis, il vaut mieux transférer directement le patient vers un spécialiste de la migraine. Parce que là, au-delà des thérapeutiques que nous connaissons, majorer la posologie, introduire des triptans, mais en fin de compte, c'est le suivi du patient qui est extrêmement important, et c'est le moment, en fin de compte, qu'un spécialiste de la migraine puisse prendre en charge non seulement l'attaque en elle-même,
mais plutôt au-delà de l'attaque, la thérapeutique pour éviter en fin de compte la fréquente survenue de ces attaques. Donc en gros, et là je mets une citation de Marie-Germaine Bousser, qui est une des grandes dames qui a fait beaucoup de thérapeutique, qui s'est intéressée, qui est un centre du traitement de la migraine, de la céphalée. Elle disait que prendre en charge un patient qui souffre de céphalée est une tâche difficile, requérant une démarche transdisciplinaire, et donc chaque mot a son pesant d'or, et une disponibilité. Et ça, c'est une notion importante que n'ont pas les médecins, et c'est pour ça que j'insiste sur le traitement par des spécialistes de la migraine, qu'autorisent rarement les conditions actuelles d'exercice de la médecine. Merci, professeur Hermouche, surtout pour ce partage de cette belle citation. Et en effet, donc, on a la chance d'avoir parmi nous donc, le spécialiste, donc professeur Wahabi. Quel est ce traitement spécifique de la migraine dont parle le professeur Hermouche? Alors, je tiens tout d'abord à dire que la migraine est une maladie handicapante. Donc ça, c'est un élément très important, parce qu'elle altère la qualité de vie, et ceci est vrai pendant la crise, mais aussi en intercritique, en intercrise. Même en dehors de la crise, les patients, ils redoutent les crises de migraine. Et donc, ça constitue un frein considérable dans leur vie. Et donc, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte dans le choix et l'instauration du traitement. Alors, je vais parler de la migraine, hein, pas les autres céphalies. Et donc, la démarche chez un patient migraineux est de deux ordres. Il faut traiter, bien entendu, la crise, comme a si bien dit mon ami Dr Hermouche, mais dans les cas où on a tendance à une récurrence des crises assez importante, donc il faut envisager un traitement prophylactique, hein, pour ne pas tomber, parce que souvent, ce qu'on voit dans la pratique de tous les jours, on n'est plus devant des céphalées migraineuses, mais on est devant des céphalées en rapport avec l'abus des médicaments des crises. Donc, c'est ce qu'on appelle les céphalées quotidiennes chroniques par abus des médicaments, des antalgiques. Donc, ça, c'est un élément très important. Et donc, pour traiter et pour mettre le malade sous traitement prophylactique, on a l'objectif de diminuer déjà la fréquence des crises, l'intensité et la durée des crises. Donc, ce sont des éléments très importants. Et l'objectif pour traiter la crise, c'est bien sûr pour remettre le patient rapidement dans un circuit normal, un fonctionnement normal, en lui évitant de prendre beaucoup de médicaments, en lui évitant les effets secondaires, hein, qui en découlent. Et donc, traiter également un migraineux, c'est aussi prendre en considération un certain nombre de choses, en particulier les comorbidités, parce que la migraine est souvent associée à d'autres comorbidités, et qu'il est très important de faire attention à ces comorbidités, parce qu'ils vont, hein, nous mettre sur le traitement de choix chez tel ou tel patient. En particulier, c'est des patients qui ont souvent une anxiété sous-jacente, un syndrome dépressif, des troubles du sommeil, des douleurs chroniques autres, une fibromyalgie, des lombalgies, etc. Et donc là, ce sont des éléments importants à prendre en considération. Et là aussi, l'autre type de migraine, c'est la migraine avec aura, est un facteur de risque vasculaire. Donc le risque relatif de faire un accident vasculaire cérébral est de 4 chez quelqu'un qui a une migraine avec aura. Et donc là aussi, c'est des éléments qui sont importants à prendre en considération dans le choix du traitement. Alors, comme a dit mon ami Hermouche, pour le traitement de la crise de migraine, donc il a très bien classifié. Donc on a soit des crises légères à modérées, soit des crises sévères. Et généralement, devant des crises modérées, on va utiliser essentiellement l'aspirine, hein. Le paracétamol a un niveau de preuve qui est relativement faible. C'est une classe C, hein, par rapport à l'aspirine. Et toujours dans le traitement de la crise de migraine, on propose un traitement, et dans la même ordonnance, il faut donner un traitement de secours. Donc ça, c'est fondamental chez le migraineux.
Parce que des fois, il prend un traitement qui n'est pas efficace et il reste bloqué, donc il reste gêné. Donc on propose toujours un traitement de secours. Et donc pour ces crises qui sont légères à modérées, on donne toujours l'aspirine et éventuellement un anti-inflammatoire non stéroïdien comme traitement de secours. Si on est devant des crises modérées un peu sévères, on commence d'emblée par un anti-inflammatoire et un triptan de secours. Ça, c'est ce qu'il faut utiliser. Pour les formes très sévères ou réfractaires, on peut démarrer d'emblée par l'association d'emblée anti-inflammatoire avec un triptan. Si ça ne marche pas, à ce moment-là, il y a d'autres moyens par voie veineuse. Il y a aussi les dérivés de l'ergotamine par des sprays. Malheureusement, on ne les a pas dans notre pays. Donc, c'est ça pour le traitement de la crise migraineuse. Alors, quand on propose un traitement, toujours, il faut poser la question au patient. Parce que l'objectif de traiter une crise, c'est que le patient doit être soulagé dans les 2 heures qui suivent la prise. Il faut qu'une seule dose soit suffisante pour calmer la douleur. Il faut qu'il n'y ait pas d'effets secondaires, c'est-à-dire une bonne tolérance de la molécule, et il faut qu'il ait la possibilité de reprendre rapidement une activité normale. Donc, ce sont les 4 critères qu'il faut toujours chercher chez le migraineux quand il prend un traitement de la crise. Et s'il y a une réponse négative à l'une de ces 4 questions, il faut changer de molécule. Donc, ça aussi, en dehors du niveau de degré de la céphalée, est-ce qu'elle est légère, modérée? Donc, s'il ne répond pas à une molécule, à une seule question de ces 4, il faut changer d'optique thérapeutique. Maintenant, pour le traitement prophylactique, et donc ça qui est utilisé chez les gens qui ont des crises sévères et des crises récurrentes. Et généralement, il est admis qu'une personne qui va présenter 2 crises par mois, qui sont sévères, qui sont handicapantes, il ne faut pas le laisser uniquement sous traitement des crises. Donc, il faut associer un traitement prophylactique qui doit durer pendant au moins 6 mois, sinon ça peut aller jusqu'à 1 an. Et même, dans certains cas, on peut aller un peu plus. Alors là, on a plusieurs molécules qui ont montré donc, une efficacité dans le traitement prophylactique. Et donc, il y a les bêta-bloquants, donc, en particulier. Il y a aussi certains antidépresseurs, notamment l'amitriptyline et la venlafaxine, donc qui sont efficaces. Il y a aussi les antiépileptiques, particulièrement le topiramate et le valproate de sodium. Donc là aussi, ce sont des molécules qui sont efficaces dans le traitement prophylactique de la migraine. Et donc, on peut choisir parmi ces molécules. Et donc là, ce qui est important dans le choix du traitement, c'est le terrain. Donc, si on a quelqu'un qui a tendance à la dépression ou à l'anxiété, on va privilégier plutôt un antidépresseur, donc la l'amitriptyline par exemple. Un sujet jeune qui a une bonne tension, qui est actif, donc on peut lui proposer éventuellement un bêta-bloquant comme traitement. Un sujet obèse, on ne va pas se hasarder avec un antidépresseur parce que là, on va majorer son obésité. Et donc là, le choix se fera soit vers un bêta-bloquant ou bien vers le topiramate en particulier. Quelqu'un qui a une maladie, qui est asthmatique, qui a des antécédents d'ulcères, etc., donc là, il faut éviter les bêta-bloquants. Donc le choix se fait en fonction du terrain. Mais pratiquement toutes les molécules se valent au niveau de l'efficacité. Mais donc là, il faut toujours expliquer, donc il y a un contrat à faire avec le patient. Donc, quand on propose un traitement prophylactique, ça ne veut pas dire qu'on va guérir la migraine. La migraine, on l'a dit, dans la physiopathe, il y a une prédisposition génétique, mais on va essayer de réduire au moins 70 à 80% des crises. On va réduire l'intensité des crises, on va réduire la durée des crises. Et donc ça, le patient doit le savoir et doit comprendre que le traitement prophylactique doit être maintenu pendant une période minimum 6 mois, sinon ça peut aller jusqu'à 1 an. Alors, à côté de ces molécules, il y a la toxine botuliниque qui a montré également donc, son efficacité, mais elle reste malheureusement chère. C'est des injections qu'il faut faire au niveau de plusieurs points au niveau du cerveau et même au niveau de la région cervicale.
Ça a prouvé, donc ça a démontré son efficacité, mais malheureusement, l'accès à cette molécule reste un peu délicat. Il y a des techniques de neuromodulation. Il y a certains qui sont agressifs, c'est en particulier la stimulation du nerf occipital, mais il est réservé à des centres très spécialisés, donc chose qu'on ne pratique pas chez nous, et c'est une technique qui est agressive. Il y a actuellement beaucoup d'autres nouvelles techniques de la neuromodulation. Et donc là, ce sont des techniques qui sont faciles, c'est des stimulations transcérébrales par de l'électricité à faible dose ou bien par des stimulations magnétiques. Donc là, il y a plusieurs protocoles qui sont en cours d'essai dans le monde et ce sont des techniques prometteuses qui peuvent donc nous aider dans la prise en charge de la migraine. Et enfin, les thérapies spécifiques. Comme vous le savez, le traitement spécifique qui était disponible jusqu'à maintenant, ce sont les triptans. Donc c'est ce qu'on utilise dans les crises sévères. Mais ces triptans ont deux écueils négatifs. Déjà, comme vous le savez, on les appelle les triptans parce qu'ils agissent sur des récepteurs présynaptiques de la sérotonine. Et ils ont pour cible les récepteurs 5-HT, B, D et F. Et ce sont des récepteurs qui ont une distribution très large. Ça veut dire que quand on utilise les triptans, on crée une vasoconstriction importante. Donc, il est efficace pour les vaisseaux de la dure mère, mais chez les sujets qui ont une pathologie cardiaque, une artérite des membres inférieurs, il constitue une contre-indication. Et donc ça limite leur utilisation pour une certaine population. Deuxième élément, ce sont des éléments qui sont efficaces uniquement pour la crise. Donc on ne peut pas les utiliser comme traitement de fond. Et si on multiplie leur usage, on risque de tomber dans la céphalie quotidienne chronique, c'est-à-dire dans l'abus médicamenteux, et donc on va aggraver la migraine. Et aussi, on ne peut pas les utiliser chez les patients qui ont une migraine avec aura, il ne faut surtout pas les utiliser pendant la phase de l'aura, parce que dans la phase de l'aura, il y a une vasoconstriction, déjà cérébrale. Si on ajoute un autre vasoconstricteur, on risque de créer des lésions cérébrales irréversibles. Donc ça, ce sont les limites des triptans. Et donc, c'est ce qui a donné lieu à l'étude sur ce qu'on appelle les ditans. Les ditans, ce sont des dérivés des triptans, mais ils agissent uniquement sur les récepteurs, toujours de la sérotonine, les récepteurs 1F, donc 5-HT1F. Donc là, il y a plusieurs molécules qui sont à l'étude, qui empêchent donc la libération de ce peptide dont on a parlé tout à l'heure, le CGRP, donc de ce peptide qui est à l'origine de cette méningite aseptique et cette vasodilatation importante. Alors, parmi les molécules qui ont été testées, on a constaté qu'ils donnent quand même, dans un certain nombre de cas, des effets secondaires, en particulier hépatiques. Donc, ils ont une certaine toxicité hépatique. Et donc, les scientifiques et beaucoup de laboratoires se sont intéressés toujours à cette cible de ce CGRP et ils se sont intéressés non pas à ces récepteurs, mais à la molécule elle-même, donc au peptide. Et donc, on a développé là aussi des GEPAN, c'est d'autres groupes de molécules qui agissent, qui essaient de se fixer sur le GEPAN pour qu'il empêche d'accéder à son récepteur et donc à la cascade inflammatoire qui s'ensuit. Là, ce sont des molécules chimériques donc, qui peuvent donner des effets secondaires parce qu'ils utilisent des peptides murins, donc qui peuvent donner des réactions allergiques. Et donc là, la dernière nouveauté, c'est le développement d'anticorps monoclonaux totalement humains qui se lient donc, à ce peptide et qui empêche donc sa fixation sur son récepteur. Et donc là, il y a plusieurs anticorps qui sont actuellement, il y a ceux même qui sont déjà dans le marché, qui sont très intéressants. Ils ont un même spectre d'activité que les triptans, mais ils donnent beaucoup moins d'effets secondaires et on peut les utiliser aussi bien pour le traitement de la crise que pour le traitement prophylactique. Et l'autre avantage de ces anticorps monoclonaux, c'est que leur utilisation peut se faire par voie sous-cutanée ou par voie intraveineuse. On peut les utiliser une fois par mois
ou une fois tous les 3 mois. Et donc, ce sont des molécules qui sont très prometteuses. Et donc, c'est vraiment ce qu'il y a de récent en matière de traitement spécifique de la migraine. Je vous remercie. D'accord, donc merci beaucoup, professeur Ouhabi. Effectivement, donc, je vais reprendre une phrase que vous avez dit qui va nous marquer, c'est grâce à votre intervention, vous nous avez éclairé, surtout, on va aider tous nos professionnels de la santé à avoir ce contrat, comme vous avez dit, à s'engager avec le patient, à bien définir chacun des paramètres pour pouvoir le soulager, qui est finalement la finalité de la consultation. Donc, messieurs, dames, vous avez à votre disposition un espace pour poser vos questions. Donc, on vous écoute, on a 10 minutes pour vous écouter. N'hésitez pas à écrire vos questions. Je vais les lire au professeur Hermouche et au professeur Ouhabi pour pouvoir vous répondre. Donc, à vos claviers. Je vais essayer de donc lire les questions que nous recevons pour pouvoir répondre. C'est bien. Dans les temps. Dans les temps. Hémorragie méningée éventuelle. Donc, bon, je pense que je vais laisser la réponse à Si Ouhabi. Bon, devant une céphalée en coup de tonnerre, donc ça c'est vraiment la caractéristique de l'hémorragie méningée. C'est quelqu'un qui est parfaitement normal et qui soudainement va présenter une céphalée en coup de tonnerre tellement intense. Ça c'est un élément très important, ça oriente d'emblée vers l'hémorragie méningée. Bien entendu, si on examine ce patient, on va trouver un syndrome méningé, il y a une raideur de la nuque, il aura des céphalées avec des vomissements, et il peut présenter des troubles de conscience rapidement parce que l'hémorragie méningée est une urgence vitale. Donc là, ce sont des éléments qui doivent conduire à une prise en charge hyper rapide parce que le pronostic vital peut être engagé. Donc c'est surtout ça, et il ne faut pas hésiter à faire donc, un scanner cérébral, il est largement suffisant, il est sensible, surtout s'il est fait dans les 24 heures. Donc plus le scanner est fait tôt, plus le diagnostic va être facile grâce au scanner. Si on tarde, et on sait très bien que si on dépasse 24 heures, la sensibilité du scanner peut chuter à 50%. Donc on peut passer à côté de l'hémorragie méningée sur le scanner. Et si on a un doute, la ponction lombaire est indiquée ou bien il faut demander une IRM cérébrale. Ok, d'accord, merci docteur. Alors là, j'ai une autre question. Si je reçois un homme qui se plaint de céphalée et d'acouphènes, dois-je traiter les deux symptômes en même temps ou séparément? Le mot céphalée et acouphène, ça reste très vague. Donc là, il y a d'autres caractéristiques qu'il faut préciser. Est-ce qu'il y a une notion d'un vertige? Est-ce que le patient est connu ou suivi pour un syndrome vertigineux ou non? Ça, c'est un élément important. Est-ce qu'il y a des signes aussi auditifs? Est-ce qu'il y a une perte de l'audition? Est-ce qu'il y a des acouphènes? Parce que là, ça peut nous orienter éventuellement vers une maladie de Ménière. Donc ça aussi, c'est un élément important. Donc là, il faut préciser, donc, et on l'a dit au début,
hein, l'interrogatoire est fondamental. Donc, s'il y a une pathologie où l'interrogatoire a une importance capitale, c'est bien les céphalées. Parce que le spectre étiologique est tellement vaste. Il y a les céphalées de cause ORL, il y a les causes générales, il y a donc les processus tumoraux, la pathologie infectieuse, il y a le toxique, il y a le métabolique. Donc, c'est vraiment un monde, le diagnostic étiologique des céphalées. Et donc là, l'interrogatoire est où il faut préciser le terrain, les caractéristiques de la douleur, les signes associés. Et c'est à travers donc, cette enquête assez importante et un examen clinique minutieux. Donc là, on pourra s'orienter. Mais comme ça, céphalée et vertige ou bourdonnement d'oreille, ça reste trop vague pour aller de l'avant. D'accord. Donc je pense que la personne qui a posé la question a la réponse. Donc là, on va passer, il y a plusieurs questions, mais on va passer à la dernière question parce que je pense qu'on est arrivé à la fin du webinaire. Donc là, Alors là, il y a une question sur les examens complémentaires. Je pense que cette question a été répondue tout à l'heure lors de votre intervention. J'en ai parlé tout à l'heure, Voilà, donc il y a une diapo qui redresse un peu, mais je redis encore une fois, les examens complémentaires ne sont qu'un appoint de l'examen clinique et de l'interrogatoire. Voilà, donc il n'y a pas d'examen complémentaire stéréotypé, mais en fin de compte, les examens complémentaires dépendront par exemple, un sujet âgé qui a une céphalée, je vais demander une vitesse de sédimentation, très simplement pour être sûr qu'il n'y a pas de pathologie vasculaire. Mais bien, je redis encore une fois, comme a dit Si Wahabi, c'est très tributaire de l'interrogatoire et de l'examen clinique. Très bien, donc je pense qu'avec cette question, nous allons finaliser. Je vous invite à envoyer vos questions et on s'engage à que nous puissions répondre et vous les mettre en ligne pour que vous puissiez avoir toutes les réponses. Donc merci beaucoup, professeur Hermouche. Merci beaucoup, professeur Wahabi, pour nous avoir éclairé sur ce sujet qui finalement était une thématique choisie par nos médecins parce qu'ils avaient besoin de plus de détails. Donc merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Très bien.